Voilà, alors bonsoir, moi je remercie aussi beaucoup API de m'avoir invité pour faire cette présentation sur le machine learning et le jeu de Go, qui sont deux passions, je dirais, vraiment deux choses qui m'intéressent beaucoup. Le jeu de Go, pour moi c'est plus qu'un jeu, je vous expliquerai après un peu pourquoi je suis intéressé à ça, mais pour moi c'est plus qu'un jeu. Le machine learning, je suis très intéressé, mais à la fois extrêmement curieux et à la fois c'est peut-être une de mes limites, parce que ça pose quand même la question, au final, de qu'est-ce qu'appartient à l'homme et de qu'est-ce qu'appartient à la machine. Et je pense qu'il y a des vraies questions qui dépassent l'informatique à se poser sur le machine learning. Et c'est pas parce que je vais faire une présentation ce soir qui parle de machine learning que je vais dire il faut en faire partout, à outrance, pour tout le monde, c'est l'avenir. Je serai plus réservé. Par contre, je pense qu'on va y être confronté à l'avenir de plus en plus. Et c'est bien de savoir ce que c'est. Peut-être il faut aussi connaître ses ennemis, peut-être c'est aussi un ennemi, peut-être c'est un ami. Ça dépend beaucoup de ce qu'on va en faire, mais il faut le prendre avec des pincettes. Alors voilà, je suis Olivier Carnage, j'ai déjà dit. Je suis DevOps chez Geosatis. Et auparavant, j'ai travaillé pour Autodesk, la boîte qui est plutôt connue pour son produit AutoCAD. Chez Globase, une boîte qui est active dans les assurances sociales. Et chez Silicon Graphics, ça fait déjà un moment. Là, il y a une première chose qui se passe. DevOps, et je vais vous faire une présentation sur le machine learning. Ça, c'est bizarre, c'est louche. Vous devriez vous méfier. Alors, pour être clair, je prétends pas du tout être un expert, un data scientist ou même un mathématicien qui connaît les moindres recoins du machine learning. Je suis plus quelqu'un qui suis curieux, qui est passé pas mal de temps à regarder comment ça fonctionnait, qui a trébuché pas mal. Puis des fois, je trouve ça intéressant d'avoir une présentation de quelqu'un qui n'est pas un expert, mais de quelqu'un qui a trébuché, qui a eu de la peine, et puis finalement qui va essayer peut-être de montrer des choses plus simples que ce qu'on peut trouver même dans des tutoriels simples sur Internet. Moi, au début, je suis allé sur Internet, j'ai cherché machine learning, je suis tombé sur des trucs, j'ai rien compris, mais sur le tutoriel de base. Donc, on va faire des trucs, le B à bas. Si vous êtes déjà des experts du machine learning, j'espère que vous connaissez pas le Go, parce que sinon, vous allez peut-être vous ennuyer un peu. Sur le Go, un peu même chose, j'adore le Go, je trouve que c'est plus qu'un jeu, mais je suis loin d'être un joueur très très bon. Donc voilà, je vais vous dire des choses, peut-être qu'il y aura des trucs discutables. Alors, présentation en 3 parties. La première partie, on va faire que du Go. On va pas du tout parler d'informatique ou quoi que ce soit, que du Go. On va présenter le jeu et ses règles. Si vous avez lu la petite présentation qu'on a fait sur le site d'API, vous verrez qu'il faut connaître le japonais. Vous verrez tout de suite pourquoi. Ensuite, une introduction au deep learning. Et là, dans la petite présentation que j'ai faite pour API, j'ai dit que j'allais simuler le cerveau d'un adolescent. Alors tout de suite, une première question. Qui pense que c'était un gag? Vous pensez... Merci. Vous pensez tous que je vais simuler le cerveau d'un adolescent? C'est intéressant. Ce sera plutôt un gag. Mais j'espère que ça sera marrant. Et une troisième partie, où on va mettre ensemble un peu tout ça. On va jouer avec du deep learning et appliquer tout ça au jeu de Go. Mais avant tout, on va commencer par entraîner un moteur de jeu de Go. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous connaît déjà le jeu de Go. Ouais, cool. Quelqu'un a déjà joué ou vous connaissez juste comme ça? Excellent. Alors, l'idée ici, c'est que l'ordinateur que je vais entraîner, il connaît rien encore au jeu du Go. Il va vraiment être entraîné de rien du tout. Alors, on va le faire directement. Hein. On va pas se gêner. Hop. Donc ici, voilà, j'ai 2-3 petites applications qui sont faites en Python. Ah oui, pourquoi est-ce qu'on voit pas ça? Ah, on va toujours pas. Alors, je sais pas pourquoi ça switch pas. Comme ça. Voilà. Ah, cette fois c'est mieux. Voilà, donc quelques applications faites en Python. On va directement utiliser une des étapes qui va entraîner un moteur. On va avoir des fichiers qui vont être générés dans ce répertoire ici, qui pour le moment est vide. Tour de magie, je vous montre, le chapeau est vide.
et on génère tout ça, puis on discutera après de qu'est-ce qui va se passer. Alors, hop. Donc là, si tout se passe bien, voilà, ça a affiché plein de choses, on verra après quoi, et on voit que ça a commencé à entraîner un moteur. On discutera aussi après de qu'est-ce qu'on voit comme chiffre ici. Pour le moment, on s'en occupe pas trop. On va laisser le moteur s'entraîner pendant que je vais faire le reste de la présentation, et on reviendra après d'ici une trentaine de minutes, on va le stopper, et on verra qu'est-ce qu'il a pu apprendre en une trentaine de minutes. On comparera ce moteur de Go avec d'autres qui feraient par exemple des choix purement aléatoires, ou qui utiliseraient des techniques plus classiques. Alors j'espère que ça va revenir bien. Oui. Ah, si. Alors le jeu de Go, c'est bien, il y a déjà plein de gens qui connaissent. Ça ressemble à ça. J'en ai un vrai ici. Ah, voilà, c'est ça. Alors entre celui-ci et celui-là, je vous laisse deviner lequel est le plus cher. Ça peut valoir vraiment très très cher. Ça peut être des bois très précieux. Au Japon, il y a vraiment toute une culture autour de ça. Ils jouent avec justement avec des goban très gros, avec des pierres en nacre, et il y a vraiment un côté assez précieux. Mais on peut aussi jouer avec des petits cailloux et puis une bête planche en plastique. C'est un jeu qui se veut très simple. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans le Go, c'est qu'il y a vraiment une notion de simplicité, et moi j'aime bien tout ce qui est simple. Au niveau des règles, c'est aussi relativement simple. On le verra après, il y a quelques subtilités, mais globalement, ça reste un jeu simple. Si vous voulez jouer sur un ordinateur, vous n'allez pas nécessairement avoir besoin de la dernière carte graphique. Vous allez devoir afficher 3 couleurs au maximum. Alors voilà, ça c'est quand le jeu est déjà un peu moins vide. Donc là, par exemple, ici, c'est l'exemple d'une partie assez célèbre. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui a joué ici, ça c'était le coup de blanc, et noir a répondu ici. Et ça, si on connaît pas le Go, c'est juste complètement incompréhensible. On voit ça, on sait pas du tout qu'est-ce que c'est que ce jeu. C'est assez intimidant, je trouve. Et ça peut paraître mais vraiment complètement obscur au début. Moi, j'ai découvert le Go aussi à une présentation informatique. C'était dans un séminaire Gartner. Et puis, c'était quelqu'un qui faisait une relation entre le Go et la gestion de projet. Et c'est une des 2 présentations de ma vie où je suis ressorti en me disant « ça a l'air super, mais j'ai rien compris ». J'espère que vous comprendrez un peu sur celle-ci, mais ça m'a tellement intrigué que finalement je suis resté croché à ça, et puis j'en fais maintenant depuis 3 ans à peu près. Alors, le jeu de Go. Qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est un jeu comme les échecs où on va être 2 joueurs à s'affronter, un joueur aura les noirs, un joueur aura les blancs. Le but du jeu, c'est de poser des pierres sur ce fameux goban, chacun son tour, et d'essayer de faire des points en entourant des territoires. Alors ça, déjà, c'est déjà relativement vague. C'est une des premières difficultés du Go, c'est qu'on sait pas très bien ce que c'est qu'un territoire. On peut capturer des pierres, ça aussi on le verra après. On regardera un petit peu quelques techniques comme les échelles, on verra qu'est-ce que c'est que le Go, qui est un truc assez spécial, mais qui est très intéressant, surtout quand on le met en relation avec le machine learning. On parlera des groupes vivants qui ont 2 yeux. Ça, c'est un truc que j'avais absolument pas compris du tout à la présentation du monsieur chez Gartner. Mais c'est le point principal. Donc, on va quand même essayer de développer un peu cet aspect-là. Et puis, on discutera de la fin du jeu. Et ça, c'est aussi un truc qui est typique au Go. C'est qu'au début, on sait pas quand c'est la fin. On comprend pas quand c'est fini. Ça, c'est génial quand même. On reste complètement perturbé. Et les gens savent pas quand on doit arrêter de jouer. Alors, bon, je vais peut-être faire un peu autrement après, parce que voilà. Donc, je vais vous montrer ça un peu de manière plus dynamique. Oh. Donc, toujours une petite application en Python. Alors là, c'est aussi fun, c'est du code écrit en Python, mais on est loin du projet parfait où on va avoir un CI/CD, où on va respecter les règles, où on va justement faire du test driven. Là, c'est du code fun pur, écrit juste pour
la présentation qui est horrible, mais c'est tellement marrant aussi des fois de faire du code juste pour le plaisir de faire du code sans plus de prétention que ça. Et d'ailleurs, on le voit là, tiens. Alors, oui, c'est normal, c'est bon, tout est sous contrôle. Si tout se passe bien, j'affiche un Goban ici virtuel, voilà. Alors ici, c'est un petit jeu de Go où je montre une partie du plateau parce que finalement ça suffira pour expliquer les règles. Et puis on va regarder brièvement qu'est-ce que c'est que ces notions de territoire et puis comment ça se passe une partie de Go. Alors, on joue une pierre sur les intersections. C'est pas comme aux échecs où on joue dans la case, on joue sur les intersections. On peut jouer où on veut sur le plateau. On joue chacun son tour, donc après, ce sera typiquement blanc qui placera une pierre. Et puis après, ce sera de nouveau le tour de noir qui placera une pierre, et on continue de cette manière-là. Le but, c'est de délimiter des territoires. Un territoire, c'est une zone sur le plateau où on a mis des pierres qui encerclent cette partie du plateau. Donc si j'ai des pierres sur toute cette ligne ici, et sur toute cette ligne-là, les bords, on n'a pas besoin de passer des pierres, ça va compter comme étant des points pour moi. Et à la fin du jeu, on compte chacun combien est-ce qu'il a délimité de territoire. Mais ça reste une notion assez vague. Quand on l'explique comme ça, on le verra après mieux dans un exemple plus concret. J'ai parlé de capture de pierre. Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Je vous le montre vite l'exemple. Si blanc arrive à jouer de manière à entourer complètement un groupe de pierres noires, comme ça va être le cas ici. Donc par un groupe de pierres, par encercler complètement, on entend qu'il n'y ait plus aucune liberté, c'est-à-dire d'espace libre sur un des axes, on compte pas les diagonales. Donc ici, cette pierre noire, on dirait qu'elle a plus qu'une seule liberté qui serait ici. Si blanc arrive à jouer là, on va dire que cette pierre noire, elle va être capturée, ça veut dire qu'elle va être enlevée du plateau. Et ça, c'est valable pour une seule pierre, comme pour plusieurs. Donc si j'ai joué ceci, et que blanc arrive, parce que moi je joue ailleurs entre-temps, à encercler mes deux pierres noires ici, elles seront les deux mangées, et on va les retirer du plateau. Il y a différentes façons de compter les points, parce que ça pouvait pas être simple, c'est japonais. Donc, enfin, japonais ou chinois, il y a différentes règles. Donc, des fois, on compte les prisonniers, des fois, on les compte pas. Je rentre pas dans ces détails, mais en gros, c'est pas bien de se faire manger des pierres, sauf si on a vraiment une stratégie qui est béton et où c'était prévu. Mais de manière générale, on évite de se faire manger ces pierres. Un plateau de jeu de 19-19, c'est difficile à apprendre au début. Donc, on va avoir tendance à commencer sur un plateau qui est plus petit. C'est vraiment, pour moi, beaucoup mieux de commencer sur un plateau en 9 par 9. On peut déjà se faire des parties très sympas en beaucoup moins de temps. Pour un 19-19, je compterai une bonne heure et demie. Sur un plateau en 9-9, une fois qu'on a un peu l'habitude, en 10 minutes, c'est poussé. Donc moi je trouve un fun assez immédiat, mais il n'y a pas le même aspect stratégique que sur un plateau beaucoup plus grand, bien sûr. Donc sur un jeu comme ça, comment est-ce que se déroulerait une partie? Typiquement, en général, on commence par les coins. L'adversaire va aussi généralement prendre un coin. Et puis après, moi, je vais encore prendre un autre coin. Par exemple, ici, où exactement, c'est pas crucial au début. Peut-être après, l'autre va venir ici. Et puis après, ça dépend. On peut avoir des coups où je vais dire, tiens, moi j'ai à peu près ce qui est par là, lui il a à peu près ce qui est par là, même si c'est pas encore complètement déterminé. Moi je vais peut-être venir ici, et puis lui il va peut-être dire non, moi je garde mon territoire, moi je vais peut-être venir un petit peu l'embêter par là, il va peut-être essayer de garder son territoire. Ça peut être une partie finalement assez paisible comme ça, où chacun calcule avoir plus de points que l'autre à la fin. Donc sur une partie assez calme comme ça va dépendre de si ça va être plus grand que ça à peu près. Mais ça peut être aussi des parties beaucoup moins calmes, où moi je vais venir ici, hop là, pardon, il faut déjà que je relance mon truc. Voilà.
Ah non, pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ça, c'est quand il joue. Hop, voilà, hop. Moi, je commence ici. L'autre va peut-être prendre un coin ici. Moi, je vais venir là. Lui, il va aussi prendre un coin. Et moi, je viens directement dire, ah bah tiens, je te coupe en deux. Et puis lui, l'autre va me dire, ah bah tiens, moi, je viens aussi par là. Et puis, ça peut faire des choses où les frontières d'entrée de jeu sont beaucoup moins claires que ce que j'ai montré avant. Il y a quand même une chose qui est un peu bizarre au goût, comme je l'ai dit, au début, on comprend pas très bien qu'est-ce qu'on doit faire, où on doit jouer. Finalement, si on a quelque chose qui ressemble à ça, je vais prendre un exemple caricatural. Hop là. Ça serait vraiment une partie super intéressante. Ah, génial. Donc moi, je suis noir, j'ai une partie de territoire ici, blanc est là-haut, il a une partie de territoire là. On voit bien tout de suite que noir a plus de territoire que blanc. Voilà, il a 4 lignes ici, 1, 2, 3, 4, alors que blanc n'en a que 3. Super, que se passe-t-il si blanc fait ça? Ah ben là c'était noir, mais allez, si blanc fait ça, tac, voilà. Qui a finalement ce territoire ici? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une pierre blanche ici, est-ce que ça compte quand même pour noir? Dans cette situation, que se passe-t-il? Et ça, au début, on ne sait pas trop comment l'appréhender. Et c'est là qu'arrive ce concept des fameux deux yeux. Et là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça implique, ces deux yeux. Hop là, pardon. Admettons que noir fasse tout autre chose, voilà. Voilà. On se souvient qu'on peut manger les pierres de l'autre, hein. Quand on entoure complètement le groupe de pierres de quelqu'un d'autre, et qu'il n'a plus aucune liberté, on va manger ces pierres. Dans un cas comme ça, est-ce que blanc peut manger le groupe de noir? La réponse, c'est pas évident, hein, ça paraît facile comme ça. La réponse c'est non. Pourquoi est-ce que blanc pourra jamais manger les pierres de noir ici? Parce que pour enlever les libertés de ce groupe qui est là, on devrait jouer ici et là. Parce que finalement, il y a une liberté ici et il y a une liberté là. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de jouer là. Parce que quand on joue là, cet emplacement-là n'a déjà plus aucune liberté. Donc, c'est illégal pour blanc de jouer ici. D'accord? Si je joue ici en tant que blanc, j'ai d'entrée de jeu, avant même de jouer, j'ai aucune liberté sur cette case-là, j'ai pas le droit d'y jouer. Donc je peux pas jouer sur cet espace-là. Et en même temps, je peux pas jouer là non plus. Donc ici, on dit que j'ai deux yeux et que ce groupe sera vivant de manière inconditionnelle à la fin de la partie. Alors, hop là. Je vous montre autre chose ici pour bien illustrer la différence. Je vais le montrer. Allez, je vous montre ici, je refais à nouveau. Je vais faire quelque chose d'un tout petit peu différent pour bien illustrer cette histoire de deux yeux. Alors, avant on avait une pierre ici, en tant que noir, on avait une pierre ici, et ça faisait deux yeux. Maintenant je vais jouer ailleurs. Au lieu de jouer ici, je vais jouer ici en bas en tant que noir. Grave erreur. Là, toutes les pierres noires sont dites mortes. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? Blanc a le droit de jouer maintenant ici. Noir est toujours pas mort parce que mon groupe noir ici, finalement, il me reste une liberté ici. Et blanc a eu le droit de jouer là parce que blanc a aussi une liberté, donc c'est un coup parfaitement légal. Par contre, en tant que noir ici, je peux très bien jouer là et manger cette pierre blanche qui, du coup, n'aura plus aucune liberté. Je vais le faire parce que je vais pas me laisser faire en tant que noir. Tac! J'ai mangé cette pierre blanche, je suis pas en sécurité pour autant. On est un peu dans la même situation qu'avant, c'est-à-dire que on a une intersection ici. A priori, on pourrait se dire, j'ai pas le droit de jouer là-dedans parce qu'il n'y a aucune liberté, donc c'est comme avant, j'ai pas le droit de jouer là. Mais, oui, je peux jouer là et je mange l'entier du groupe. Alors pourquoi avant je pouvais pas et maintenant je peux?
Parce que c'est japonais. Non. La raison, c'est que quand on joue une pierre, on commence par regarder qu'est-ce que cette pierre mange. Si elle mange quelque chose, on enlève ces pierres du jeu, et après seulement, une fois qu'on a enlevé les pierres du jeu, on va regarder si cette pierre a des libertés une fois les pierres qu'elle a mangées retirées. Et là, clairement, cette pierre mangeait tout ce qu'il y a autour, on les enlève, on regarde si la pierre, une fois qu'elle a mangé ce qu'elle doit, a des libertés, oui, donc c'est un coup légitime. Je vous remontre la situation d'avant pour bien faire la différence. Et après, vous aurez quasiment toutes les règles du Go. Donc avant, la situation était similaire, mais le coup était joué ici. Ça, après, admettons qu'on fasse quelque chose ailleurs. Blanc vient vraiment entourer complètement. Voilà, c'est relativement différent. Quand je joue ici, contrairement à avant, je ne mange rien, donc après avoir enlevé ce que je ne mange pas, j'ai aucune liberté, j'ai pas le droit de jouer là. Avant, je mangeais quelque chose, j'ai le droit de jouer. Et ça, c'est fondamental. Le jeu de Go, finalement, c'est ça qui va faire à la fin qu'on sait combien on a de points. Avant, on savait pas trop, il y avait deux territoires un plus grands que l'autre. On pourrait jouer jusqu'au bout cette partie, mais au bout d'un moment, on commence à avoir de l'habitude et à voir quand ça sert plus du tout à rien de jouer des coups parce que de toute façon, on n'arriverait pas à faire une forme qui a deux yeux et donc à vivre. Si on reprend l'exemple d'avant, où on était complètement séparés noir-blanc comme ça, voilà, on comprend le principe, je mets peut-être pas tout. Dès le moment où c'est que blanc, admettons que j'en ai mis tout le long, si blanc vient jouer ici, est-ce que blanc, en jouant ici, va réussir à faire, dans ce petit espace étroit qui est bloqué par ce mur là-haut, à faire une forme qui va arriver à vivre? Si oui, ben il faut qu'il le fasse parce qu'il va faire des points en plus qui vont enlever beaucoup de points à noir. La plupart du temps, dans des cas comme ça, c'est vraiment très difficile pour blanc d'arriver à faire quelque chose. Noir va vraiment venir jouer des coups, là c'est peut-être même un peu trop bas, mais va vraiment essayer d'embêter blanc un maximum. Donc là, ça va donner des séquences où voilà, blanc va essayer de s'échapper, on va essayer de couper. Enfin, il y a plein de techniques qui vont se passer. Mais le but du jeu, c'est vraiment d'arriver à faire des formes dites vivantes à la fin du jeu pour pouvoir faire des points. Compliqué, hein, quand même, mais ça prend un moment. Voilà, ça prend un petit moment. Après, il y a des trucs assez rigolos. Je vous montre un petit peu comme ça. Il y a ce fameux truc que j'ai appelé le co. Et ça, c'est hyper important pour la suite, pour le machine learning aussi. Donc, je vous le montre rapidement. Imaginons une séquence qui ressemble à ça. Voilà. Qui connaît le jeu tape sur tape? On jouait à l'école quand tu tuais, et puis après l'autre il fait tuer. Ah non, t'as pas le droit parce que c'est moi qui t'ai tapé, puis tu m'as tapé aussi, c'est tape sur tape. Eh ben le co c'est ça, c'est tape sur tape, mais pour les grands. Donc dans cette situation-là, qu'est-ce qui va se passer? Blanc a le droit de jouer dans cet espace ici, pour la même raison qu'avant. Dès le moment où je joue ici, je regarde déjà qu'est-ce que je mange. Je mange cette pierre. Une fois que la pierre est mangée, est-ce que ma pierre ici a une liberté pour vivre? Oui, puisque j'ai mangé ça, donc ça va être un coup légitime. Je mange. Et là, vous voyez où je vais en venir. Noir pourrait faire la même chose. Tape sur tape, je joue là et je remange ça, directement. Mais c'est interdit, c'est ça la règle du coup. On n'a pas le droit de jouer un coup qui nous ramène à une situation du jeu qui a déjà été joué. Donc on n'a pas le droit d'avoir deux fois exactement la même photographie du plateau dans une partie. Ko en japonais, ça veut dire plus ou moins éternité, et puis c'est quelque chose qu'on veut éviter. Donc là, ce sera pas un coup légitime pour moi de rejouer directement ici. J'aurai pas le droit de jouer au centre. Par contre, je peux jouer ailleurs. La situation du jeu change. Peut-être que blanc doit absolument jouer ici, je sais pas. Et à ce moment-là, comme le plateau a évolué, j'ai le droit de rejouer là. Parce que la situation qu'on a ici n'a jamais été jouée sur le plateau. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. On en discutera, enfin on verra pourquoi après. Je vais en rester là
pour cette partie un petit peu de présentation du jeu de Go. C'est un peu ambitieux de vouloir l'apprendre en 10 minutes comme ça, mais vous voyez à peu près les principes de qu'est-ce qui va se passer de comment le jeu marche finalement. Alors, le jeu de Go, c'est plein de termes en japonais aussi. Donc, ici on en a quelques-uns. Le fuseki, c'est un terme qui désigne le début de la partie, le shuban, le milieu de la partie, et le yose, c'est la fin de la partie. On va trouver des noms aussi, comme hoshi, sansan ou komoku, qui sont des noms de position sur le plateau. Si on prend par exemple hoshi, c'est le point qui est à 4-4, ce sera ici. Sansan, ça veut dire 3-3 en japonais, san c'est 3. Et puis komoku, c'est un autre point qui est 4-3. Enfin, il y a vraiment des noms pour tout, c'est assez fou. Tenuki, Miai et Joseki, c'est aussi des noms qui sont assez souvent utilisés. Tenuki, c'est hyper intéressant. Tenuki, c'est limite un affront. Tenuki, tac. Donc Tenuki, c'est quand on joue quelque part. Et quand on joue quelque part, on s'attend à ce que le joueur adverse nous réponde quelque chose. Parce qu'on joue quelque chose qui est supposé être un coup menaçant, et l'autre devrait se défendre. Mais si l'autre joue complètement ailleurs sur le plateau en disant « Ah, t'as joué là, mais t'as complètement raté ce qui était important. Ce qui est important, c'est ici qu'il faut jouer. » Et puis qu'il nous joue complètement ailleurs sans répondre à notre coup, on dit que l'autre a fait Tenuki. Et généralement, ça veut dire qu'on s'est complètement trompé de priorité parce que l'autre a fait tout autre chose. Ou que l'autre se trompe. C'est possible aussi. Miai, c'est aussi hyper intéressant. Miai, ça veut dire que quand on fait quelque chose, quoi que l'autre fasse, de toute façon, on a un bon coup qui suit. Donc finalement, je joue tac ici. C'est un peu la fourchette aux échecs. Hein. Vous savez qu'on peut soit manger la dame, soit manger la tour. Ça, c'est un peu la définition de Miai. Et un joseki, ça c'est aussi hyper intéressant au Go. Un joseki, c'est une séquence qui est jugée équivalente pour les deux joueurs. Et ça, c'est un concept qui est très intéressant au Go. En Go, on cherche pas à éclater l'autre directement d'entrée de jeu, ça marche pas. Généralement, on reprend leur tour en pleine figure. On cherche à faire des coups équitables, qui sont ni trop grands, enfin ni trop ambitieux, ni trop frileux, qu'on la bonne mesure. Et à la fin de la partie, on va gagner la partie parce qu'on aura une meilleure connaissance que l'adversaire des priorités et on gagnera comme ça. Des fois, il y a aussi des catastrophes où on se fait complètement battre. Enfin, il y a tous les scénarios. Mais le jeu de Go est un jeu qui cherche l'équilibre avant tout et le joseki, c'est une séquence qui est jugée équivalente pour les deux joueurs, par exemple. Sente, c'est aussi quelque chose qui est hyper important. C'est le dernier mot sur cette liste. Le sente, c'est lorsque on garde l'initiative. Et on doit toujours essayer d'avoir l'initiative. Quand je joue un coup, c'est moi qui dis ce qui se passe. L'autre me répond, je joue l'autre coup que je veux. Il va me répondre, je joue l'autre coup que je veux. Dès le moment où on perd l'initiative, ça devient extrêmement difficile de gagner la partie. Je vais voir si j'arrive à repasser en mode présentation sans perdre trop de temps. Oui. Alors, ça, on a tout vu. Voilà, encore juste un petit mot. Comme on est un peu perdu quand on démarre le jeu de Go, il y a des outils qui sont assez sympas pour nous aider. J'en ai montré deux ici. Le premier, c'est celui-ci. C'est un jeu où on peut placer des pierres sur le plateau et ça nous montre où est-ce que les professionnels joueraient dans une situation comme ça. Et par exemple, ici, j'ai placé quelques pierres et le jeu me dit, eh ben, dans une situation comme ça, le prochain coup serait ici, 1, ou alors éventuellement ici, 2, ou alors ici, 3. Et des fois, quand on apprend, ça aide un peu. Un autre moyen d'apprendre, c'est celui-ci ici, où on peut soumettre une partie qu'on a jouée, et les gens, sur Internet, vont poster des commentaires sur notre partie en disant « Ah, t'as fait ça, je pense que t'es pas un bon coup, c'est sûrement là que tu perds la partie », ou des choses dans ce goût-là. Ça va conclure finalement cette partie sur le jeu de Go. Je vais pas m'attarder plus pour qu'on ait un petit peu de temps quand même pour le Deep Learning. Alors, le Deep Learning, comme je l'ai dit, je ne sais pas si quelqu'un sait déjà comment ça s'appelle, un truc comme ça. Ça, c'est un perceptron, grosso modo. C'est un modèle de Deep Learning. On va voir un petit peu comment il fonctionne. Comme je l'ai dit, moi, je suis souvent tombé sur des tutoriaux qui étaient vraiment, je trouvais, compliqués d'entrée de jeu. On va essayer de faire quelque chose le plus simple possible. Et quand je dis le plus simple possible, première question, qu'est-ce qui se passerait si on avait un seul neurone? Bon, déjà, c'est pas un réseau, mais si on avait un seul neurone, c'est quoi un seul neurone? Qu'est-ce que ça représente? Ça, c'est déjà une question. Est-ce que ce neurone, ça pourrait contenir 4?
Oui, non, 4? Peut-être. Ouais, 4 c'est bien. Ce neurone pourrait contenir 4. Est-ce qu'il pourrait contenir 0,1? Ouais, c'est très très bien. C'est même presque mieux. Est-ce que ça peut contenir hello? Est-ce que c'est une sorte de variable? Absolument pas. On verra pourquoi après. Est-ce que ça peut contenir vrai ou faux? Est-ce que c'est un booléen? Presque. Ça veut dire presque, ce petit logo-là. C'est so close. Non, c'est 0,1, true false, pas vraiment en tant que booléen. On pourra mettre 0, une convention 0 ou 1 dans ce neurone, mais on pourra pas mettre true ou false. On devra avoir une valeur numérique. Et ça, c'est crucial. Un réseau de neurones, il va contenir des valeurs numériques. Tout ce qu'on va vouloir faire avec du texte, avec du true false, avec autre chose que du numérique, devra être converti. Et c'est une étape qui est presque pire que le réseau de neurones lui-même. La préparation des données, c'est une étape cruciale de l'entraînement d'un réseau de neurones. Ok, donc quand il y a des numéros, est-ce qu'un seul neurone, c'est ça? C'est-à-dire c'est une sorte de fonction où on va avoir 3 en entrée, on fait x2, et puis ça nous donne 6 en sortie. Pas du tout. Un neurone, c'est juste un chiffre. Si on veut faire une transformation ou faire quelque chose d'utile, si on veut sortir d'une espèce de constante, on doit avoir 2 neurones. Et dès qu'on a 2 neurones, on va avoir une sorte de séquence. Là, on va avoir une entrée et une sortie, et on va pouvoir faire des choses. Dans un réseau de neurones, dès qu'on a 2 neurones, on va aussi avoir implicitement 2 notions. On va avoir ce qu'on appelle un poids et un offset, un bias. Le poids, ce sera le weight, ce sera un multiplicateur. Le bias, c'est un offset. Et maintenant, on va arriver à la simulation du cerveau de l'adolescence. Parce qu'avec 2 neurones, on peut simuler un adolescent. J'aurais même pu faire plus simple. Un adolescent, c'est quoi par nature? C'est quelqu'un qui dit non. Donc avec un seul neurone, si on dit que non c'est 0, j'aurais pu éventuellement faire une simulation d'un cerveau. Mais on va pas se limiter à ça. Avec 2 neurones, on peut faire beaucoup mieux que ça. Avec 2 neurones, on peut faire un inverseur. Un adolescent, c'est quelqu'un, quand on lui dit oui, il nous dit non. Et quand on lui dit non, il nous dit oui. C'est un inverseur. Avec ce chip-là, qui vaut 1 franc, vous pouvez simuler jusqu'à 6 adolescents. C'est quand même assez fou. Mais nous, on va faire mieux que ça, parce que ça serait quand même un peu facile. On va le faire avec un réseau de neurones. On le verra après, c'est vraiment idiot de faire ça avec un réseau de neurones. Alors voilà, l'inverseur, on a bien compris, quand on a 0 en entrée, on veut 1 en sortie. Quand on a 1 en entrée, on veut 0 en sortie. Pour ce faire, on a le droit d'utiliser un poids et un offset. Quelle est la valeur du poids et quelle est la valeur de l'offset? Ça, c'est mathématique, niveau 10-12 ans. Pas simple, hein, c'est... Alors, si on veut 0 et puis 1, si je fais fois 1, si je dis que j'ai 1, 0 fois 1, ça va toujours faire 0, plus combien égale 1, faudrait fois, ça va pas. C'est un peu embêtant. Allez, la réponse. C'est ça. Si je fais 0 fois moins 1, ça fait toujours 0, plus 1, ça fait 1. Si je fais 1 fois moins 1, ça fait moins 1, plus 1, ça fait 0. Facile. Mais, on verra qu'il y a plus rigolo que ça. Bien sûr, 2 neurones, c'est bien, 3, c'est quand même mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a 2 entrées? Et surtout, comment ça se passe? Ben, c'est exactement le même principe. Si on a plusieurs entrées, on va avoir un poids par entrée. On va faire l'input fois le poids, l'input 2 fois le poids, on va sommer tout ça, on va éventuellement ajouter un bias, un offset. Après, il y a encore un truc bizarre dont on n'a pas parlé, qui est une sorte de fonction de calibration qu'on va appliquer au résultat, et au final, ça va nous donner notre sortie. Avec tout ça, alors voilà, brièvement, cette fonction dont on n'a pas encore parlé, c'est quelque chose il y a plusieurs types de fonctions déjà, et ça ressemble un peu à quelque chose dans ce bout-là. Donc ça va permettre finalement de calibrer des valeurs entre 2 valeurs. Ici, on va forcément calibrer notre sortie entre une valeur qui sera entre 0 et 1. Ici, on va calibrer la sortie entre moins 1 et 1. Ici, on va calibrer la sortie de manière différente, ou on va rectifier en quelque sorte, et ça, c'est encore une variante différente de la rectification. Cette step function,
ou fonction d'activation. C'est quelque chose qu'on trouve aussi dans notre cerveau physique, c'est assez amusant, il y a vraiment des similarités. Et ça va vraiment permettre de garder la sortie sous contrôle dans une plage de valeurs. C'est pas toujours déterminant, est-ce qu'on doit utiliser une ou l'autre, ça dépend des cas. Là, il y a un petit côté un peu empirique. Donc, maintenant qu'on sait ce que c'est que cette step fonction, toujours notre petit côté binaire booléen, voilà, ça, je sais pas si vous reconnaissez ce truc-là, c'est pas un nom, ça c'est un et, exactement, c'est une porte, et donc il faut que j'ai les deux valeurs pour avoir alors même question qu'avant, que vaut le poids, que vaut le poids 2, que vaut le bias pour avoir ceci ici. Voilà. Clairement, à calculer de tête, c'est pas fait pour personne calcule ce genre de truc de tête. Donc, un réseau de neurones, c'est fait pour qu'il puisse de lui-même trouver les bonnes valeurs des poids et des bias à appliquer quelque part pour pouvoir transformer une entrée vers la sortie qu'on attend. Donc, ce mécanisme, finalement, ça s'appelle la backpropagation, et on va brièvement discuter de ça. Dans la backpropagation, il y a deux aspects qui touchent les mathématiques. Je vais vous montrer le premier aspect. Là, ça va, hein, jusque-là, on est tous d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est le fondement de tout. C'est un réseau de neurones, quand on va faire de ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé, en tout cas, il y a plusieurs sortes d'apprentissage machine. L'apprentissage supervisé, c'est un apprentissage où on va avoir un jeu de données où on connaît déjà un certain nombre de réponses. Et on va entraîner le réseau de neurones en lui disant « Je te donne ces données en entrée, tu sais que la réponse que tu dois obtenir, c'est ça, essaye de faire une prédiction. » Il va essayer. Donc, il va nous donner une prédiction, par exemple 3. Le réseau connaît la valeur qu'il aurait dû trouver. Il aurait dû trouver, par exemple, 1. Donc, du coup, ça veut dire qu'il s'est trompé de 2. Donc on va calculer finalement une erreur entre ce qu'il arrive à prédire un peu au pif au début et ce qu'il aurait dû démontrer. Ça c'est vraiment l'apprentissage supervisé où encore une fois on a un jeu de données avec des exemples qui ont aussi les réponses. Typiquement ce serait par exemple des photos de poumons par exemple où des médecins auraient déjà diagnostiqué des maladies et on aurait un jeu de données où on connaît pour chaque photo s'il y a une maladie ou pas par exemple. Il y a d'autres systèmes d'apprentissage où on n'a pas assez de chance d'avoir des données calibrées où on connaît déjà ce qu'on doit attendre, puis là on doit faire de l'apprentissage non supervisé, mais c'est autre chose. Donc ça c'est une des fondamentales. Le mécanisme qui va permettre au réseau de neurones d'apprendre, il va apprendre en faisant des prédictions, en comparant ces prédictions avec une valeur qui était attendue, et puis en calculant une erreur. À partir de là, il y a une partie moins simple qui consiste à faire une dérivée pour calculer finalement la pente qui va nous permettre de faire dériver l'erreur le plus proche possible de 0. Alors ce qui est important, non, je rigole, moi je comprends rien à ça. Par contre, si on l'imagine plutôt comme ça, là c'est une montagne, bon ça va, si on imagine qu'on est en haut de la montagne, et puis qu'on veut chercher un minima, parce que c'est ça en termes de mathématiques, on va chercher un minimum. Si vous êtes au haut de la montagne, puis que vous voyez un ruisseau, puis que vous cherchez le minimum, il y a pas mal de chances que le minimum, ça soit un lac. Donc si vous descendez la montagne, et puis que vous allez jusqu'au lac, eh ben, vous aurez trouvé votre minimum. Puis ça, c'est relativement facile. En mathématiques, c'est des dérivés, mais les moteurs comme TensorFlow, ou ces moteurs maintenant d'intelligence artificielle, ils sont capables de calculer ces dérivés pour vous. Le problème qu'il y a, c'est qu'il peut y avoir 2 lacs. Ici, on le voit sur cette photo, il y a 2 lacs. Donc finalement, on peut arriver au premier lac, et puis on s'arrête parce qu'on a trouvé le minimum, mais le vrai minimum, il était là. Puis nous, on est là-haut. Donc, ma foi, des fois, ça arrive, ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme solution pour contrer ça? Il y a des algorithmes qui vont essayer de trouver le lac le plus bas. Si on prend une image, c'est un peu comme si on lançait une balle, et puis qu'on la lançait avec de la vitesse, en espérant que le premier lac, elle saute par-dessus, puis qu'elle arrive effectivement jusqu'au deuxième. Mais si on la lance trop fort, elle peut aussi rater le deuxième, puis jamais trouver de lac. Donc, ça paraît idiot, mais c'est des problèmes concrets qu'on a dans l'apprentissage machine, et des fois, ça marche juste pas. Parce qu'on trouve pas la bonne force à laquelle faut lancer la balle, et ce genre de choses-là. Et ça, c'est vraiment des paramètres du machine learning. Je vais aller plus vite, parce qu'on va pas y aller. Ben là, ça va pas aller plus vite. Qui c'est celui-là? Vous vous souvenez?
C'est XOR, ça c'est vieux, c'était une question piège. XOR, voilà, XOR c'est ça. Donc c'est quand on a un ou l'autre mais pas les deux. Hein, ça c'est dans les familles, c'est son problème. Donc un ou l'autre ou pas les deux. Ça, avec un réseau de neurones tel qu'il est là, c'est mort. Ça le résoudra jamais. Alors là, je vais pas m'attarder non plus pourquoi, mais ça, vous pourrez jamais entraîner un modèle, il sera jamais capable d'apprendre ça. Si vous voulez chercher pourquoi, sur Internet, vous tapez XOR, machine learning, pourquoi ça marche pas, il y a plein d'articles. En gros, c'est parce que quand on a que deux neurones, on va tirer une droite qui sépare deux ensembles d'éléments, et puis pour du XOR, il faudrait tirer deux droites, mais on peut pas avec seulement deux neurones. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est bloqué, puis c'est fini, voilà. Non, on rajoute une couche au milieu. On n'a plus seulement une sortie et une input, mais on vient mettre une couche qu'on appelle une couche cachée au milieu. Et là, avec un truc comme ça, on va pouvoir résoudre typiquement un XOR, par exemple. Ça, c'est plus puissant. Et plus on rajoute des couches au milieu, plus ça va devenir puissant. Mais il n'y a pas de miracle. Plus on rajoute des couches, plus ça va être long à calculer. Il va y avoir des problèmes où les réseaux vont perdre un peu d'informations, où ça va se diluer. Il y a des espèces d'effets de flou, on appelle ça la perte de gradient. Ça fait des trucs, voilà, qui sont un peu embêtantes. Un petit exemple peut-être maintenant avec Python et Keras. Donc on va regarder un peu plus concrètement comment on peut faire des programmes même sur des machines relativement qu'on peut puissance de calcul, et puis on va voir un peu comment ça se présentera un programme qui fait le NOT ou qui fait le AND. Alors, le NOT et le AND, c'est juste pour montrer. Il faut pas faire du machine learning quand il n'y a pas de raison de faire du machine learning. Ça, c'est vraiment la première chose. C'est-à-dire que si pour le NOT et le AND, c'est évident, mais dans des sociétés, on a envie de faire du machine learning pour faire du machine learning, et puis on veut absolument y aller. Si on a une autre solution que le machine learning, généralement, c'est meilleur. Il faut pas oublier que le machine learning, il va pas pouvoir expliquer ce qu'il fait. C'est-à-dire que quand vous aurez un bug, vous pourrez pas le corriger. Vous avez un réseau de neurones qui est en état, qui a prédit une sortie, et puis après, pour aller le débugger, c'est pas simple, hein. Donc s'il y a d'autres choses, il y a des algorithmes connus qui résolvent très bien certains problèmes, et s'il y a un algorithme connu qui résout un problème à 100%, c'est meilleur de le faire comme ça. Sauf si vous avez des problèmes de performance avec l'algorithme. Les réseaux de neurones, ils vont assez vite pour certaines choses, ça peut être une raison d'utiliser un réseau de neurones. Mais de manière générale, ne pas faire du machine learning pour faire du machine learning, c'est vraiment pas une bonne idée. Alors, ça va redevenir noir un petit coup. Presque. Ouais. Ah, ça c'est celui qui est en train d'apprendre. Alors, il a déjà fait un bout, donc c'est pas mal, on verra qu'est-ce qu'il voit après. Ça, c'était celui avec lequel on jouait avant, on peut le tuer, hop. MLP, ça veut dire multi-layer perceptron. C'est justement quand on a une couche cachée au milieu, on parle de multi-layer perceptron. Alors ici, on peut regarder par exemple rapido le note. Ah. Donc voilà à quoi ça ressemble un programme. Oh. Ah, super ça. Ah. Ouais, c'est bien. Voilà typiquement un Keras à quoi ça ressemble à un réseau de neurones, hein, c'est vraiment ça. Donc on doit quelque part X c'est souvent l'entrée, donc on voit que je vais passer 0 et 1 en entrée. Quand on fait de l'apprentissage supervisé, on doit avoir des valeurs qu'on connaît qui donneront les résultats. Donc je lui dis quand il y aura un 0, tu attends un 1, quand tu auras un 1, tu attends un 0. Je crée un modèle séquentiel, ça c'est un peu du jargon du framework Keras pour faire du machine learning. On peut faire quelque chose qui est fonctionnel ou séquentiel. Après, on doit lui dire en gros quelle est la dimension d'entrée de notre couche de neurones. On lui donne une fonction d'activation qu'on a vu avant, c'est cette step fonction qui va calibrer le truc. On lui dit si on veut utiliser le bias ou non, c'est cet offset. On compile le modèle, on doit y passer des paramètres, c'est typiquement à quelle force on va lancer la balle, par exemple, ou des choses dans ce goût-là. Le learning rig, c'est l'étape à laquelle... Ouais, je rentre pas dans ces détails-là. La fonction d'évaluation qu'on va utiliser pour finalement calculer notre erreur, pour qu'on puisse apprendre. On lui passe nos données pour qu'il apprenne, et puis après on va essayer d'afficher une prédiction. Je fais vite parce qu'on est déjà presque en train de dépasser le temps.
Voilà, il apprend plein de choses, il essaye un petit coup. Et puis voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on a vu? On voit différentes époques. Une époque, c'est une itération complète sur le cycle des données. Parfois, on doit faire plusieurs itérations complètes sur un cycle de données, surtout si on a peu de données. Dans cet exemple-là, on a 2 données. C'est quasi absurde de faire ça, hein. Mais n'empêche que, on voit que lui, il a... Pour la prédiction, il va dire, ben, pour 0, j'ai trouvé 0,999, et pour 1, je donne 0,004. Donc on a bien quasiment un inverseur, moyennant qu'on tronque les valeurs. Ce qui est marrant, c'est qu'il a... Quand on regarde qu'est-ce qu'il a trouvé comme valeur pour faire ça, il a pas du tout trouvé notre moins 1 comme on s'y attendait, notre moins 1 et puis notre je sais plus maintenant, notre 0, je crois. Mais il a trouvé des valeurs complètement différentes. Donc voilà, il a trouvé un autre chemin, il a trouvé d'autres valeurs, ça a l'air de marcher aussi. Maintenant, ça c'est un cas simple. Dans des cas plus compliqués, quelle confidence on a que ça marche dans 100% des cas, ben il y en a pas. Il y a des cas de figure où ça a l'air de marcher mieux, mais ils acceptent pas de partir sur ces technologies-là parce qu'elles sont pas 100% prédictibles. Voilà, je vais arrêter là pour les exemples simples, et puis on va arrêter notre moteur d'entraînement, parce que je vais juste quand même vous montrer quelques exemples liés au Go. Alors je le tue, tac, donc ça veut dire qu'ici, à chaque époque, j'ai enregistré un fichier qui correspond au résultat, au dump, si on veut bien, des poids et des différents weights de mon réseau de neurones. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas plus on l'entraîne, plus ça va faire un gros fichier, parce que finalement, la taille d'un réseau de neurones, qu'on l'entraîne longtemps ou pas, ça va juste ajuster les valeurs du réseau de neurones, mais la taille des fichiers sur le disque de chaque itération est exactement la même. Et souvent, c'est une taille assez petite, parce que finalement, c'est le nombre de neurones qu'on a dans notre réseau, fois un certain facteur qui donne la taille du fichier. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a ce fichier, par exemple ici, admettons que j'ai entraîné un super ordinateur pour faire quelque chose, si je copie ces poids sur une autre machine, l'autre machine, elle devient... il transfère son savoir quelque part. Ce qui est long, c'est l'entraînement. Mais après, à l'exécution, c'est assez rapide. On dit toujours qu'il faut des tonnes de GPU pour entraîner. C'est vrai. Si je veux entraîner quelque chose qui a la même capacité de calcul que AlphaGo sur cet ordinateur-là, il me faut 1700 ans. Donc, n'attendez pas trop non plus d'un programme très puissant ici. Bon, ceci dit, je l'ai entraîné sur du 9.9, ce qui est beaucoup plus petit. AlphaGo, il fait du 19.19, hein, donc il est quand même beaucoup plus fort. Je me dépêche, hein, j'essaie de faire vite. Donc ici, dans ce répertoire checkpoint, je devrais avoir différents modèles. Je vais en prendre un. Le dernier qu'il a fini allait le plus fort. Ça a l'air, encore que des fois c'est pas dit, d'être le modèle 24. En tout cas d'arriver, il a fait 24 itérations. Donc c'est là qu'il a le plus d'espoir de réussir à quelque chose. Allez, on édite vite le code qui est dégueulasse et... Ok, hop, hop. Donc ici, voilà, ça c'est un peu à quoi ressemble mon programme. Je dois lui dire ici, je vais charger mon réseau de neurones avec le poids des modèles que j'ai entraînés. Et ça devrait marcher. Là, en l'occurrence, c'est un réseau de neurones qui est un peu différent de ce qu'on a vu. C'est un réseau de neurones à convolution. C'est un petit peu différent. On utilise souvent ça pour les images, par exemple. Hop. Et là, on va tout de suite voir comment ce qu'il joue. Alors voilà, je vais jouer un coup. Encore faut-il qu'il me réponde. Est-ce que j'ai raté quelque chose, juste voir. Ah, évidemment, l'effet démo. Voilà. Hop. On voit qu'il fait des choses qui sont assez cohérentes. Pour ceux qui connaissent le Go, c'est pas complètement idiot ce qu'il est en train de faire là. Il se passe quelque chose. J'ai joué des coups en bas, il a essayé de prendre des territoires en haut. Je joue un coup qui rentre un peu chez lui, il le protège. Voilà, ça c'est un peu bizarre. Là, ça se fait, c'est des coups qui se font. Donc voilà, et on voit qu'il fait des choses. Il va sûrement, voilà, c'est pas complètement idiot ce qui se passe. Il y a un sens. C'est pas parfait, mais il y a un sens de jeu de Go. J'aimerais peut-être juste finir là-dessus. Je vais encore vite vous montrer qu'est-ce qui se passerait si le moteur était complètement aléatoire pour que vous puissiez voir la différence. C'est pas celui-là. Ah.
Voilà. Arrivé. Alors là, même si vous connaissez pas forcément encore bien le jeu de Go, vous verrez quand même sans doute une grosse différence entre ce qui va se passer maintenant et ce qui se passait avant. Donc là, c'est des coups complètement aléatoires. Donc on voit là, il joue dans les bords, on joue jamais dans les bords au Go. Mais là, il choisit au pif, donc y a pas de cohérence entre les coups. Il joue au pif, et puis on voit, voilà, c'est des coups il y a aucun sens. Ça a aucun sens du tout. C'est complètement idiot. Donc on voit vraiment qu'en 15 minutes, on arrive à faire un réseau de neurones qui arrive quand même déjà à apprendre des choses. On est loin de quelque chose qui est vraiment super efficient et tout, mais le code là est assez simple, et puis on peut déjà s'amuser sans être un expert en machine learning, avec des choses concrètes suivant nos passions. Donc c'est un peu le message à transmettre. J'ai déjà dépassé le temps, donc je vais en rester là, mais il y a quand même un truc qui m'a toujours, que j'ai toujours trouvé fou. Au jeu de Go, si on calcule les combinations possibles, enfin les combinaisons possibles, il y a plus de combinaisons possibles au jeu de Go que d'atomes dans l'univers. Donc c'est quand même relativement fou. Donc on disait ne pas utiliser le machine learning pour faire du machine learning quand il y a d'autres solutions. Pour le Go, il n'y avait pas d'autres solutions. C'est pas pour rien que c'est resté un jeu qui a pas été battu par les ordinateurs jusqu'à longtemps. Et puis c'est vraiment le machine learning qui a permis aux ordinateurs de battre le jeu de Go, parce qu'ils ont fait des réseaux de neurones qui copient en quelque sorte l'intuition de l'humain dans le jeu de Go. Et puis et c'est vraiment ça fait vraiment un tabac quand ils ont publié ça, l'équipe de DeepMind, parce que c'était vraiment une preuve que oui, il y a des choses qu'on peut faire en machine learning qui n'étaient pas possibles jusqu'ici. Alors après, de nouveau, est-ce que c'est bien ou pas? Ça reste une question de jugement personnel. Voilà, je vais finir là-dessus. Je vous remercie.